Nous allons donc continuer par la deuxième partie des explications sur shamatha, le calme mental. Jusqu'ici, Takpotashi Namgyal a expliqué les préparations pour shamatha et il nous a donné une explication générale sur les différents objets de méditation possibles, les différentes façons dont on peut focaliser notre conscience. Maintenant, dans le livre, nous sommes page 51. Et la question est, qui devrait observer quoi? Donc en fait, si je traduis, je dirais plutôt, quand pratiquer quoi? Quel focus choisir à quel moment? Et la réponse de Tashi Namgyal est simplement que toutes les afflictions, que l'on parle d'attachement, d'agression, d'agitation, d'orgueil, de pensée excessive et tous les types de confusion, chacune a un focus de méditation associé qui aide à la purifier. Donc pour cela, il faut avoir beaucoup d'expérience pour savoir le meilleur focus pour moi quand je suis dans un certain problème émotionnel, certain schéma émotionnel. Donc je vais passer cela rapidement en revue avec vous. Bien sûr, je l'ai expliqué plus en détail dans les stages. Donc quand je sens que je suis plein d'attachement, je dois trouver une façon de méditer, un focus de méditation qui m'aide à sortir de l'attachement. Il y a différentes façons. Parfois, je peux sortir de l'attachement en développant réellement l'amour. Parce que l'amour et l'attachement ne vont pas ensemble. L'amour véritable et l'attachement ne sont pas de la même nature. L'attachement, c'est de la saisie et vouloir posséder. Et l'amour, c'est une attitude très chaleureuse de soutien, de soin. Ils ne vont pas ensemble. Parfois, quand je suis dans l'attachement, je peux travailler sur le fait de prendre conscience de la nature impermanente de ce à quoi je suis attaché ou la personne à laquelle je suis attaché. Mais je peux aussi contempler la nature impermanente et changeante de la personne qui s'attache. Vous voyez, vous pouvez choisir et il faut essayer les différents exemples que je vous donne là. Et d'une certaine façon, je suis toujours dans une sorte de confusion. Je m'installe pour méditer et je suis confus. Donc, c'est à moi de trouver ce qui va m'aider à clarifier cette confusion. Je suis peut-être confus sur l'impact qu'a ma propre pensée, mes propres interprétations, et dans la façon dont je vis la situation. Donc, c'est à moi de détendre ces forces formatives, l'impact de ma propre influence, de ma propre interprétation de la situation. Je suis confus sur la portée de l'attachement de moi-même comme étant important, influence la situation, sur la mesure dont je prends les choses personnellement et la mesure de la responsabilité qu'a cette saisie sur ma tension présente. Il se peut que je sois confus sur l'interdépendance. Peut-être je ne vois pas à quel point notre existence est interdépendante et qu'on ne peut pas éviter d'être conditionné par les influences et les conditions autour de nous. Contempler cela, méditer cela, détend ma résistance à l'interdépendance.
En fait, je ne peux pas être un soi séparé, c'est pas possible. Je ne peux pas sortir des sensations physiques, des sons, ce que les gens m'aiment ou m'aiment pas, etc. Je ne peux pas m'échapper de ça, je ne peux pas en sortir. Même quand je suis seule, je porte cette interdépendance seule. Je suis seule en tant que personne, dans une situation interdépendante, avec la météo, la température, la nourriture, etc. Il y a différentes conditions. Donc cette confusion est très profonde. Je m'attache à la solidité comme l'idée d'une relation stable, malgré toutes les preuves de changement et d'impermanence. Donc quand je vois que cela est très présent, je vais choisir cela comme le focus, le point central de ma pratique. Par exemple, la perte d'un être aimé. C'est très douloureux s'il y avait une confusion, une illusion en lien avec la nature changeante de cet être aimé et de notre relation. Il me faut méditer là-dessus. Je suis peut-être dans la confusion au sujet de l'omniprésence de la souffrance, de ne pas voir et chercher à s'échapper. Je suis peut-être confus sur les origines de la souffrance. Donc je vais devoir méditer sur ce qui cause le stress là maintenant. Il y a un appel téléphonique. Mon chef veut me voir demain, donc stress. Pourquoi? Et je vois, toutes ces peurs d'avoir fait quelque chose de mal, tous ces espoirs de recevoir une promotion, ce jeu d'espoir et de crainte s'élève en lien avec un simple stimulus. Et ça, c'est le stress. Et donc, je vais méditer exactement sur ce qui m'aide là maintenant. Je me sens peut-être très, très attachée au plaisir sensoriel, l'enchantement des plaisirs sensoriels. Donc, j'ai ma méditation du matin très calme et c'est justement là que mon voisin démarre sa voiture et qu'il a un problème, et il accélère, il regarde, il accélère, il regarde, il accélère, etc. Attachement au plaisir sensoriel et le stress s'élève. Ou alors je suis ma méditation calme du matin, ou ici au Grünebaum, et le voisin au-dessus de moi, peut-être, décide de déplacer les meubles dans sa chambre. Et ça arrive. C'est pas le bon moment. Et on médite avec ça. Et sur comment est la vie. On médite toujours avec un focus dans notre méditation qui nous aide à dissoudre le stress présent. Dukkha, qui est là maintenant. Ce qui est le plus dominant, l'affliction la plus dominante, le remède pour cela, ce sera notre premier choix. Et puis Dakpota Shinamgyal nous donne un conseil pour savoir avec quel objet de méditation commencer. Bien sûr, maintenant, vous êtes tous complètement désespérés. Vous avez appris différents objets de méditation comme focus de méditation. Et Dakpota Shinamgyal, avec tous les autres maîtres, dit « Choisissez un objet de méditation par lequel commencer. » Une façon de méditer qui soit sensée pour vous, qui couvre des larges parties de votre être, c'est avec ça que vous devriez commencer. Par exemple, la respiration. Parce que c'est très utile pour méditer avec les sensations d'inspirer et d'expirer. C'est très utile pour un esprit qui est partout, qui pense à tout un tas de choses, qui a tout un tas d'émotions et on ne sait pas laquelle est dominante. Juste respirer. Et dans la respiration, d'autres éléments vont s'élever. Vous pourrez percer à jour
la nature de ces distractions qui s'élèvent alors que vous tentez de vous concentrer sur la respiration. En tout cas, restez sur un objet. Et vous avez le choix de soit vous focaliser sur l'intérieur, sur le corps tel qu'il est là maintenant, les sensations physiques, ou vous pouvez vous focaliser intérieurement sur votre image de vous-même. Vous pouvez travailler avec l'image de vous-même comme étant un Bouddha, un Yidam, une divinité. Vous pouvez aussi focaliser intérieurement, par exemple, avec une syllabe germe dans votre cœur. Un symbole qui indique votre nature de Bouddha au centre de votre cœur. Vous pouvez focaliser intérieurement en imaginant qu'à partir de ce corps, en faisant par exemple la méditation de l'amour bienveillant, de la joie, de la compassion, alors des rayons de lumière émanent. Donc ça, c'est l'interreliance avec tous les êtres vivants qui vient de l'intérieur de vous et qui va partout. On peut se focaliser intérieurement également en utilisant des expériences de joie, de félicité, de bonheur, et de rester, de demeurer là-dedans. Donc choisissez si vous voulez vous focaliser intérieurement ou si vous voulez vous focaliser extérieurement. Et lorsque je m'occupe des gens qui veulent apprendre la méditation, parfois c'est évident qu'il y a des gens qui réussissent mieux à se focaliser sur l'intérieur que sur l'extérieur. Ils le ressentent. Et il faut vraiment faire confiance en ce sentiment, cette sensation. Certaines personnes se sentent mieux en se focalisant sur l'extérieur. Ça enlève le stress d'être trop en contact avec soi-même, avec tout le cinéma intérieur, etc. Donc d'avoir une focalisation extérieure, encore une fois, on appellerait ça un focus visuel extérieur ordinaire. Ordinaire parce que c'est simplement un objet de la nature, un bol avec des fleurs. Bien sûr, je peux lui donner une signification, je peux interpréter que ce sont des roses rouges, symboles d'amour, mais je peux aussi les prendre simplement comme une forme visuelle sans sens profond. Donc c'est ce qu'on appelle un focus ordinaire mondain, comme une bougie aussi. On peut aussi méditer sur les sons de la nature. Mais je peux aussi prendre un focus spirituel spécial. Donc par exemple, me tourner en moi, pour vous, vous tournez en vous, c'est-à-dire que j'utilise ce Bouddha, cette statue de Bouddha qui vient de Chine, très ancienne, qui représente l'union de la sagesse et de la compassion avec les mains croisées, la présence des 5 familles de Bouddha avec la couronne, la position du Vajra avec la stabilité de l'absorption méditative, etc., etc. On voit cette posture physique très souple qui représente la souplesse, la flexibilité de l'esprit qui coule librement. Il y a beaucoup de sens symbolique ici. On appelle ça un support spirituel spécial qui, en méditant sur un objet qui a un son, un sens, stimule certaines qualités en nous délibérément. C'est ce qui arriverait à une personne également qui, au lieu de méditer sur le son de la machine, de l'engin de chantier dehors, méditerait sur un CD avec des musiques de mantra. Des sons de mantra, par exemple, dont je connais le sens. Ou produire les sons soi-même et méditer sur le son qu'on produit soi-même. Ça a un sens spirituel. Donc il nous faut choisir un objet intérieur ou extérieur. Et on commence par ça. Et quand on est arrivé à une certaine expérience avec ça, qu'on s'est familiarisé avec ça, on en choisit un autre.
Et dans toute une vie de pratique, on a le temps d'essayer de différents objets et certains d'entre eux deviendront nos amis, nous les utiliserons souvent et certains autres ne seront pas forcément très importants pour nous, mais ils peuvent être importants pour d'autres. Et Dakshinamgyal continue en expliquant de quelle façon la pleine conscience et la vigilance nourrissent la méditation, le focus dans la méditation. Nous sommes page 54. Il voudrait que nous sachions que tout en méditant shamatha, il y a deux aspects de la pleine conscience qui stabilisent notre pratique. La pleine conscience elle-même et le deuxième aspect est traduit ici par vigilance. C'est une bonne traduction, alertness en anglais. La pleine conscience maintient le courant de la conscience et empêche l'esprit de s'échapper. C'est la capacité de rester sur ou dans la méditation, sans distraction. C'est clairement une capacité que nous connaissons. Parfois, j'utilise cet exemple que j'aime beaucoup, l'exemple d'un enfant que vous envoyez à la boulangerie pour aller chercher du pain. L'enfant, du moment où il quitte la maison avec l'argent dans sa poche pour aller chez le boulanger et revenir, il faut qu'il maintienne le focus, la direction de son action. Et ça, il faut que ce soit fait de façon ininterrompue pour que l'enfant revienne. Mais l'enfant va rencontrer des tentations. Il va peut-être rencontrer un ami et il va rentrer dans la discussion avec son ami et la vigilance revient et dit « Oups, mes parents attendent le pain. » Donc, je reviens sur la piste originelle et je continue. Et ça peut arriver plusieurs fois. Qu'un instant, on est distrait, mais il y a une capacité de vigilance, de remarquer cela et nous rattraper comme avec un crochet et nous ramener sur la bonne piste. Donc, on pourrait dire ces deux aspects de... en pali, en sanskrit, en tibétain, il y a deux mots différents et ce sont ces deux aspects de la pleine conscience qui décrivent donc ces deux capacités que l'on a. Et en fait, ils sont un petit peu différents. La pleine conscience, c'est l'intérêt, la motivation de faire ce que je m'étais dit que j'allais pratiquer. Donc c'est un niveau de motivation élevé pour ce que je suis sur le point de faire. Et la distraction arrive avec quelque chose qui a aussi un niveau d'intérêt élevé. Oups, c'est parti. On se dit, ah, et sans le savoir, l'ami que je rencontre sur la route ou le souvenir de quelque chose qu'il faut que je fasse, que j'ai oublié de faire avant la méditation par exemple, la charge émotionnelle de ce souvenir, de cette rencontre, de cette impulsion sensorielle est tellement forte que ça nous déstabilise. Et la vigilance inclut la possibilité de lâcher sur cette importance et revenir à ce qu'on a décidé de faire précédemment, sans dire que c'est pas important, mais pour dire là maintenant c'est pas le plus important, je peux m'en occuper plus tard, j'irai voir mon ami plus tard, je pourrais peut-être prendre rendez-vous avec mon ami et dans tous les cas je continue sur ma piste. Vous voyez? Donc cette vigilance, c'est une attitude qui nous réveille pour savoir que si je me distrais ici et là, etc.,
je ne vais jamais réussir à faire quoi que ce soit, mais je veux faire cette pratique et plus tard, je verrai mon ami. Donc tout à l'heure, je m'occuperai de cet appel téléphonique que j'ai oublié. Chaque chose en son temps. La vigilance, c'est savoir que je ne peux faire qu'une chose en même temps et je veux aller au bout. Je veux aller au bout de cette tâche. Ça, c'est la qualité là-dedans. C'est un petit peu différent de la pleine conscience qui permet de maintenir un intérêt élevé. Et puis, un autre conseil dans ce chapitre, c'est qu'il faut maintenir en équilibre l'effort et la relaxation pour rester dans une absorption sans défaut. Donc ça, c'est un entraînement supplémentaire avec la pleine conscience et la vigilance, de prendre aussi conscience et d'être dans la vigilance vis-à-vis de la surfatigue, de la surrelaxation, de sorte qu'on n'est pas juste dans la pleine conscience et la vigilance des contenus de ce qu'on fait, mais aussi vis-à-vis de la façon dont on le fait. Donc prenons l'exemple de la méditation sur la respiration. On n'est pas seulement conscient de la sensation du souffle qui rentre, la sensation de l'expiration, mais aussi on remarque notre niveau de tension dans ce processus de méditation là-dessus. Et on réduit la tension inutile sans nous autoriser à divaguer et à être dans la torpeur qui est l'excès de relaxation. On augmente notre attention si on tombe dans la torpeur et on détend l'attention quand on est trop stressé, quand il y a trop de tension. Et ainsi, on arrive à voir le degré d'effort nécessaire dans chaque situation donnée. En fonction de comment on se sent, l'époque, le moment de la journée, ce qu'on a mangé, etc., on a besoin de plus ou moins d'efforts. Et puis, le gros chapitre ici, c'est intéressant. Ce sous-chapitre, c'est la façon de pratiquer shamatha. L'explication qui commence page 55 et qui court sur 7 pages avec quelques instructions sur comment méditer le calme mental. Pour résumer, nous éliminons les 5 défauts grâce aux 8 applications. Donc ça, c'est déjà expliqué, page 24. On pratique les 9 étapes du calme mental. Tout d'abord, nous calmons l'esprit. Puis, nous apprenons à calmer l'esprit en continu, c'est-à-dire d'avoir une continuité de présence. Et lorsque nous nous distrayons, nous posons l'esprit à nouveau. Donc, cette continuité est encore plus continue parce qu'on sait comment revenir. Puis, on augmente ce calme dans l'esprit et vient alors une stabilité plus profonde. On maintient notre esprit singe qui veut passer d'une chose à l'autre grâce à la détente. On pacifie les émotions qui interfèrent avec la pratique de shamatha, ou l'agitation, les complications émotionnelles, on les pacifie et on reste avec la méditation jusqu'à ce qu'on atteigne la pacification totale. Dans la pratique de shamatha, les afflictions émotionnelles ne s'élèvent plus. Et puis on commence à expérimenter l'esprit posé en un point, la présence profonde non distraite. Et dans cet esprit en un point, on voit qu'il n'y a plus besoin d'effort. À ce moment-là, on a atteint la 9e étape qu'on appelle l'équilibre, l'équanimité profonde, l'équanimité naturelle et sans effort, juste comme ça.
Donc, c'est 9 étapes et 9 méthodes de la pratique de Shamatha. Oui, vous allez vous familiariser avec elles et je vous encourage à faire ce que vous pouvez pour progresser des premières étapes aux suivantes. Il y a une progression à suivre là. Mais vous n'êtes pas forcément obligé de passer par la première étape jusqu'à la 9e. Parfois, vous pouvez vous asseoir et l'esprit est calme, posé, à tel point que les premières étapes ne s'élèvent pas. Vous avez juste un tout petit effort à faire pour être déjà dans l'esprit en un point. Et à ce moment-là, vous pouvez détendre encore cet effort-là. Et à d'autres moments, on a déjà du mal avec la première étape. On est tellement agité que même suivre un cycle de respiration, c'est déjà une grande difficulté, sans même parler de 10 ou plus. Donc ne vous inquiétez pas, en fonction de la journée, de la session, de comment on se sent, on pratique ces 9 étapes. Et une de ces étapes pourra être dominante dans cette pratique. Ça dépendra des moments. Et en faisant cela, nous appliquons les 6 forces. Et ce sera intéressant pour vous d'entendre parler de cela. Parce que la première force est appelée écoute ou étude. Ça veut dire, dans la pratique de Shamatha, la pratique du calme mental, je me rappelle ce que j'ai appris. Et souvent, on se dit que ça ne devrait pas être le cas. Mais en fait, c'est ce qu'on appelle le gourou intérieur qui a appris avec le gourou extérieur et qui se rappelle une instruction qui a du sens. Et c'est un stabilisateur important de la pratique, si ça ne devient pas névrotique, évidemment. Le gourou intérieur peut devenir un perfectionniste névrotique, mais ce n'est pas l'idée ici. L'idée, c'est je me rappelle des différentes instructions du Dharma. Et deuxième force, je réfléchis, je contemple cette instruction du Dharma que je me rappelle. Donc, par exemple, j'ai entendu parler d'impermanence, j'ai entendu des enseignements sur l'impermanence, sur son utilité quand je suis pleine de désir et que je suis pleine de désir d'avoir et de faire des choses, etc. J'ai entendu des enseignements sur ce sujet et puis je réfléchis, je contemple sur la façon sage de méditer sur l'impermanence et le changement, là maintenant dans cette situation. C'est ça la contemplation, de l'appliquer à moi-même. Et puis, bien sûr, la troisième force est la pleine conscience. La quatrième, c'est la vigilance. Donc la capacité de maintenir et la capacité de ramener. La cinquième, c'est la persévérance joyeuse, l'énergie. Et ici, cette idée de persévérance joyeuse, de persévérance, c'est une idée de détermination et d'énergie inspirée qui surmonte les obstacles. Il pourra y avoir des difficultés, des petites difficultés. Par exemple, juste quelques minutes avant, on a pu entendre le son d'un engin de chantier. Et on continue l'enseignement grâce à cette pleine conscience. Un petit défi, petite difficulté là. Mais ça peut aussi être la porte s'ouvre et votre partenaire veut quelque chose, ne respecte pas votre méditation, vous donnez l'information que votre compagne ou compagnon veut. Donc par exemple, où vous avez laissé votre porte-monnaie avec l'argent pour les courses, la porte se ferme à nouveau et vous revenez.
sans attachement, aucune importance, sans donner aucune importance personnelle à cela, simplement vous continuez. Et vous pouvez faire ça de façon très flexible, très ouverte, en répondant à la situation et revenir immédiatement. Il n'y a pas d'obstacle. Un obstacle s'élève lorsqu'il y a un manque de cette persévérance joyeuse, la joie s'en va, on se sent dérangé et cet obstacle, soi-disant obstacle, on le prend comme une excuse pour arrêter la pratique. Les obstacles sont très liés à ça, c'est-à-dire qu'on les prend pour des excuses pour lâcher ce qu'on a décidé de faire. Donc la persévérance joyeuse continue simplement, nous relie avec la motivation d'origine et continue sur notre piste. Il s'est passé quelque chose, ça a été important, ça a reçu notre attention, mais ça ne nous a pas distrait. Et le dernier de la liste, c'est la familiarisation. Un mot important, c'est-à-dire se familiariser, s'habituer, de se sentir complètement à la maison, complètement chez soi dans la pratique. Donc prenez garde à ça dans votre pratique, de sorte à continuer d'une façon à être complètement, à vous sentir complètement chez vous dans la pratique, que votre esprit s'y habitue, jusqu'à ce que vous soyez tellement familiarisé avec la pratique que même sans y penser, la pratique va revenir. Si encore une fois j'utilise l'exemple de la méditation sur la respiration, la conscience de la respiration va revenir au milieu de quelque chose d'autre. Parce qu'on est tellement familiarisé que quand on se réveille la nuit, on est tout de suite dans la respiration. Ou alors on est assis en voiture et la conscience, la pleine conscience de la respiration revient. Le mantra revient, les réflexions sur l'impermanence reviennent, toutes ces choses reviennent toutes seules. C'est comme notre chez-soi. C'est des choses qui ne nous sont pas étrangères. Et c'est tellement important. C'est comme ça que le dharma devient notre propre dharma. Ce n'est plus un dharma étranger, c'est notre chez-soi, c'est ça qui nous aide, c'est notre meilleur ami. Tout dharma est censé nous aider. On choisit le dharma que l'on veut appliquer. C'est ce dharma, cette méthode, cette instruction qui nous aide, c'est là qu'on met notre énergie. On a les résultats et notre ami devient de plus en plus proche de notre cœur et on se rappelle notre ami automatiquement. On est complètement à l'aise. On se rappelle cet ami, on est en présence de cet ami et c'est là qu'on se détend. Comme avec un véritable ami. Donc le dharma est pratiqué de telle façon que notre esprit se détend. C'est comme ça qu'on fait. Ça, c'est la bonne piste pour la pratique de shamatha et pour toutes les autres pratiques. On le savoure, on en profite vraiment. Ça devient tellement familier qu'on sent que c'est au plus près de ma propre nature. C'est ce que je suis vraiment. C'est vraiment juste ça. Il y a peut-être encore un peu d'effort là-dedans, mais en fait, cette pratique que je fais là maintenant ne fait pas de moi une autre personne, mais m'aide à devenir de plus en plus celui ou celle que je suis vraiment. Ça, c'est le pouvoir de la familiarisation. On rentre dans une famille, pour jouer avec le mot. Et puis, avec toutes ces instructions, avec ces 6 forces qu'on vient d'expliquer, on progresse et on va vers les 4 formes d'attention qui sont expliquées page 60. Et ces 4 formes d'attention
sont naturellement, tout d'abord, quand on commence à pratiquer la pleine conscience, on va se rappeler qu'on doit être très concentré. On se disait, maintenant je ne vais pas perdre ma concentration sur la méditation. Le maître m'a enseigné, par exemple, à pratiquer avec la respiration et je vais mettre tous mes efforts et je maintiens la concentration. Et là, j'en fais un peu trop, je mets un peu plus d'efforts que ce que je mettrai plus tard. Mais je suis le conseil de très près, je reste avec ça. Et même quand je médite des choses comme la compassion, des qualités comme la compassion, à ce moment-là, je médite sur la compassion. Oui, tous ces êtres et le royaume et le domaine des animaux, je prends la souffrance sur moi et je leur envoie tout mon amour et mon soutien. Et on voit que cette concentration en fait un peu trop, mais c'est bon, mais c'est bien. On reste avec ça. Plus tard, l'étape suivante, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'efforts. C'est ce qu'on appelle être engagé de façon intermittente. On lâche un peu l'effort. Et le prix de cette détente de l'effort, c'est qu'on aura des pauses, qu'on sera distrait. Parce qu'on n'est plus concentré de façon aussi stricte. Mais on est plus détendu. Donc on médite sur la compassion. Et au milieu de tout ça, on pense au fait que la saison de foot va bientôt reprendre. Et on rit, on sourit de ça, puis on se détend et on revient à la méditation. On n'était pas concentré très précisément. Maintenant, on peut rester dans la méditation plus longtemps qu'avant parce qu'on est plus détendu, mais il y a des blancs. Et puis, en apprenant à détendre aussi ces distractions, on en vient au 4e niveau d'expérience où on peut rester engagé de façon ininterrompue pendant longtemps. Dans cette phase, on peut expérimenter qu'on peut rester 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures, etc. dans sa méditation sans être distrait. Juste être engagé de façon ininterrompue. Mais vous remarquez aussi qu'il y a encore un peu d'effort excessif. Il y a peut-être encore une motivation de vouloir, de fascination, d'être un peu encore amoureux de soi-même dans la méditation, faire ces expériences-là. Donc on détend cela de plus en plus. Et puis on en vient à la présence complètement spontanée qui est ininterrompue et dépourvue d'effort. Et cette présence spontanée ininterrompue ne nous quitte plus jour et nuit. On ne peut même plus la chasser. C'est une qualité naturelle de l'esprit qui remarque tout ce qui se passe, qui remarque tous les processus de pensée, les différentes sensations. Il n'y a pas de distraction, on est toujours avec ça. Donc ça, c'est une forme très développée de présence, qu'on traduit ici par attention. Mais en fait, c'est la présence dont on parle ici. La présence de ce qui est la concentration, la focalisation principale de notre pratique. Donc, je vais vous faire un complément personnel ici. Imaginons que le focus de votre pratique est la bodhicitta, un mot sanskrit qui signifie esprit éveillé. Et dans la pratique de shamatha, nous prenons la bodhicitta
de la même façon qu'un être éveillé perçoit le monde. On prend cela comme notre inspiration principale. Par exemple, certaines personnes méditent sur la pratique du Chenrezig avec le Bouddha de la compassion, dans sa sagesse illimitée, incroyable, où la sagesse et la compassion sont parfaitement unifiées. Et avec nos capacités intuitives, on se demande comment ce serait de vivre dans cette attitude, dans cette compréhension, dans cette ouverture du cœur. Et on revient à ça encore et encore. On commence à rester avec ça, ça commence à se stabiliser jusqu'à ce que ça devienne exactement ça. Ça vient quand on se réveille la nuit, ça vient même dans nos rêves. Et même si la bodhicitta ne s'est pas encore ouverte à la bodhicitta non-duelle, l'état d'esprit éveillé non-duel, ça devient le centre de notre vie. Et on est complètement à la maison, complètement naturel avec ça, parce que c'est comme ça, c'est ma véritable façon d'être, c'est mon soi véritable. Et on prend cela comme pratique de méditation. Et à ce moment-là, vous pouvez être assuré que tous les obstacles à la pratique de shamatha, du calme mental, seront chassés. Parce qu'il n'y a aucun obstacle, aucun empêchement dans la méditation qui ne soit pas relié à l'importance de soi. Et lorsqu'on médite directement là-dedans, là où il n'y a pas d'importance de soi, dans l'esprit de la bodhicitta, à ce moment-là, les obstacles ne sont plus nourris, ils ne sont plus encouragés, il n'y a plus personne qui les encourage. On s'intéresse beaucoup plus, on est tellement attiré dans cet état d'esprit ouvert où l'amour, la compassion, la sagesse, la compréhension juste coulent comme une qualité d'être ouverte et chaleureuse, que plus rien ne s'accroche. Et notre esprit veut aller là-dedans, parce que c'est la chose la plus proche qu'on ait de notre nature. Le seul état d'esprit qui serait plus proche de notre état d'esprit, c'est lorsque dans cette bodhicitta, on perd encore le sentiment qu'il y ait quelqu'un qui médite. Lorsque ça se dissout aussi. Donc on est déjà aussi près que possible parce qu'on médite dans l'esprit éveillé, toujours avec un certain degré de projection, d'intuition, de ne pas savoir vraiment encore, mais d'avancer à tâtons là-dedans. C'est ce qu'on appelle l'objet suprême de méditation, d'être tourné complètement vers la bodhicitta. Et puis l'enseignement suivant sur Vipassana, sur la vision profonde, va prendre soin des restes d'égocentrisme qui font que cette bodhicitta dont on fait l'expérience dans shamatha artificielle. Donc l'artificialité qu'il y ait encore quelqu'un qui pratique un méditant, ça aussi, ça va se dissoudre. Thank you very much. Merci beaucoup.